Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Médian pour un nouveau numéro d'Hebdo Santé que nous consacrons à l'épilepsie, une maladie dont les crises sont aujourd'hui bien contrôlées chez les personnes qui en sont atteintes, et cela grâce à un très bon traitement. Et on en parle avec vous, professeur Doumbia Ouattara Mariam. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, vous êtes professeur des universités neuropédiatre, chef du service de neurologie du CHU de Treichville en Côte d'Ivoire et présidente de l'association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie. En tout cas, c'est un immense honneur de vous avoir avec nous, professeur. C'est un plaisir pour nous de pouvoir parler de l'épilepsie. Bien sûr, et pour nous assurer véritablement que les crises de l'épilepsie sont effectivement bien contrôlées aujourd'hui chez les personnes qui vivent bien sûr avec cette maladie, nous sommes en compagnie de mademoiselle Kouakou Nathalie, qui est, je dirais, désormais une ambassadrice de la lutte contre cette maladie, parce qu'elle a pu briser donc la barrière de la honte. Mademoiselle Kouakou Nathalie, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je vais dire, vous souffrez donc de cette maladie. C'est bien ça. Et vous êtes membre de l'ONG Tous contre l'épilepsie. Effectivement. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et merci encore à toutes les deux d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors, bien sûr, donc, pour nous dire comment est-ce qu'avec les médicaments aujourd'hui, on arrive à contrôler les crises de l'épilepsie. Avant toute chose, professeur, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cette maladie? Alors, vous l'avez bien introduit, c'est une maladie. L'épilepsie est une maladie. Il s'agit donc d'une maladie neurologique qui va donc se développer aux dépens des neurones. Les neurones qui sont les cellules du cerveau. Et c'est une maladie qui va se manifester par des crises. Des crises qui sont donc des manifestations qui peuvent être motrices, sensitives, sensorielles ou psychiques, qui vont intéresser soit une partie du corps, soit l'ensemble du corps. Ce qui va donc nous permettre de poser le diagnostic de crise d'épilepsie. Et lorsque ces crises vont se répéter de façon identique d'un épisode à l'autre, on pourra parler d'épilepsie maladie. Ah, donc jusque-là, il y a des épilepsies qui ne sont pas maladies. On peut faire des crises d'épilepsie. On parle souvent de crises occasionnelles. J'ai une maladie au niveau du cerveau qui va irriter mon cerveau. Je peux faire une crise, je peux faire 2 crises d'épilepsie, mais il s'agit de crises qui sont occasionnelles parce que ce sont la traduction de la maladie que j'ai au cerveau. Mais lorsque les crises vont se développer de façon spontanée, ou alors vont se répéter de façon identique, en ce moment, on pourra parler d'épilepsie. D'accord, vous avez dit... Aujourd'hui, d'accord, allez-y. Oui, aujourd'hui, l'épilepsie se guérit. Dans 70% des cas, on arrive à partir de conseils de vie bien suivis et d'un traitement adapté, précis. On peut guérir de l'épilepsie aujourd'hui dans 70% des cas. C'est une excellente nouvelle, ça, professeur Doumbia. Alors, vous l'avez dit, c'est donc des crises spontanées, identiques. C'est des crises qui se ressemblent, c'est ça? C'est des crises qui se ressemblent sur le même sujet. C'est le même sujet. Mais chez l'enfant, chez le tout petit, c'est un peu plus différent. Mais toujours est-il qu'on a des caractères. Par exemple, le caractère paroxystique, c'est des crises qui vont débuter de façon brutale, qui vont s'arrêter de façon brutale. Donc, il y a des éléments qui nous permettent de pouvoir reconnaître la crise. Et lorsque, à l'interrogatoire, on ne peut pas mettre en évidence la crise d'épilepsie, on peut s'aider d'un examen, un examen qu'on appelle l'électroencéphalogramme et qui nous permet donc de pouvoir confirmer le diagnostic d'épilepsie et préciser le type d'épilepsie. À partir du type d'épilepsie, on pourra choisir le traitement adapté à l'épilepsie présentée par notre patient. Combien de crises, par exemple, qui peuvent inquiéter déjà? On a beaucoup de types d'épilepsie. Parce qu'il faut savoir que l'épilepsie va se développer, comme on l'a dit, au niveau du cerveau. Alors, on a 2 types principaux d'épilepsie. Donc, l'épilepsie à crise généralisée. Il s'agit donc de crises qui vont intéresser l'ensemble du cerveau. Donc les manifestations tout de suite vont intéresser l'ensemble du corps. Et à côté de cela, on a les crises focales. Les crises focales qui vont intéresser une seule partie du cerveau, une petite partie du cerveau. Et donc, en fonction
de la fonction dévolue à cette partie du cerveau, on peut voir apparaître différentes manifestations. Donc les crises d'épilepsie peuvent être diverses et peuvent être variées, mais le plus souvent chez le même individu, il s'agit du même type de crise qui va se répéter. Va se répéter. Combien de crises par exemple? Le même individu, Oui. Je vais parler de la fréquence. Il peut faire des centaines de crises en fonction du type d'épilepsie. Wow. Voilà, il y a des personnes qui sont bien contrôlées, qui vont vous dire il fait une crise d'épilepsie par an, mais il y a des personnes qui vont vous faire des centaines, notamment les enfants. Lorsqu'on n'a pas encore commencé la prise en charge, ou lorsqu'il s'agit d'une épilepsie qui est un peu compliquée, on peut avoir des centaines de crises par jour. Alors c'est votre cas aujourd'hui, mademoiselle Kwaku Nathalie. Aujourd'hui vous faites de moins en moins de crises. Mais comment est-ce que tout cela a commencé? Comment est-ce que vous avez découvert que vous étiez épileptique? C'est à la faveur d'une crise ou alors ça a été diagnostiqué autrement? Eh bien, je vais dire c'est à la faveur d'une crise. En effet, bon, je ne suis pas née malade épileptique et je ne l'ai pas eu dans la petite enfance. J'étais en classe de première, donc autour de 17 ans. Voilà, des fois en Afrique, on pense que c'est seulement à la naissance ou dans la petite enfance qu'on peut avoir l'épilepsie. Or, à tout âge, la maladie peut se manifester. Et c'est au cours de mon sommeil, parce que je dormais avec maman. Et c'est pendant la nuit, lorsque elle a senti le lit qui bougeait, en fait. Et donc, comme le lit faisait des secousses, elle s'est réveillée, elle a constaté que j'étais en train de convulser. Les mains, parce que moi j'étais du côté du mur, les mains qui se balançaient, même parce que le lendemain, j'ai vu même que j'avais des cicatrices sur les mains, tout et tout. Et elle a paniqué. Après avoir paniqué, elle a interpellé l'entourage, les voisins, tout et tout. Et c'est là qu'ils sont venus, ils l'ont aidé à me calmer. Et c'est comme ça que le lendemain, bon, on est allé à l'hôpital. Au départ, on a pensé à un palu puisqu'on ne savait rien de l'épilepsie. N'ayant personne dans la famille qui avait déjà manifesté cela, tout et tout. Et c'est au fur et à mesure, comme je le disais tout à l'heure, en Afrique, on ne sait pas grand-chose de cela. C'est après l'entourage qui parlait de l'épilepsie et on est parti d'abord par les traitements traditionnels suite au conseil des voisins. Et c'est après la connaissance d'une personne autre que les premières personnes qui ont conseillé à ma maman de partir vers les médecins traditionnels. On est parti au niveau de la médecine moderne et puis voilà. Et puis on a découvert que vous avez, vous souffrez de l'épilepsie. Vous faisiez combien de crises lorsque ça a commencé? Bon, au départ, je partais en moyenne 3 à 4 crises par semaine. 3 à 4 crises par semaine. D'accord. Et c'est ce pourquoi même, celui qui a demandé à maman de m'envoyer à l'hôpital, c'est parce qu'il savait un peu de quoi il s'agissait. Et c'est là qu'on est parti. Effectivement, le neurologue qui me suivait a demandé de faire l'électroencéphalogramme, comme le professeur l'a dit, et ainsi de suite, tout et tout. Au départ, les analyses ne montraient pas grand-chose. Les analyses ne montraient pas... Parce que mes résultats montraient toujours des résultats sans faute, ainsi de suite. Et c'est ce pourquoi, comme je le disais toujours, on pensait toujours que c'était le côté mystique. La professeure l'a dit, en termes de ses propos, elle a dit effectivement l'épilepsie, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est pas de la sorcellerie, c'est pas de ça. Seulement que souvent ça se manifeste comme ça et comme elle a dit, ça peut être focal. Ce pourquoi le côté de la neurone qui est affecté peut faire que c'est un seul membre qui peut manifester le mal. Et quand c'est général, c'est tout le corps et puis voilà. Alors, vous faites combien de crises aujourd'hui? De 3 crises par semaine? Ben, je peux même aller jusqu'à 3-4 mois sans faire de crise. Hein. Waouh! D'accord. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé là? C'est les traitements? Oui. Et ce que je peux dire, il faut bien prendre les traitements, il faut bien faire les traitements. Il faut bien suivre les conseils des neurologues, il faut bien prendre les médicaments. Il faut aussi se donner certaines rigueurs de prise des médicaments. C'est vrai que le médecin peut nous donner une prescription médicale, en nous disant vous prenez les médicaments matin et soir. Mais
pour avoir des résultats encore meilleurs, il faut soi-même se donner des heures. Se dire, par exemple, les matins, je prends les médicaments à 8 heures, les médicaments le soir à 20 heures. Sur recommandation du médecin, hein, c'est ça? Souvent, on nous dit matin-soir, très souvent. Mais quand on se donne soi-même des heures et qu'on respecte cela, ça agit plus. Oui, ça fait une très bonne observance. Voilà, avant, je faisais comme ça, sans prendre seulement matin et soir, sans me donner des heures. Mais je constate que quand je me donne plus une rigueur, vous avez discipliné un peu. Voilà, c'est comme si c'était plus discipliné. Ça a une évolution. Alors, professeur Doumbia, vraiment, lorsqu'on entend tout ça, on sent que la lutte avance, on sent que vraiment vous faites du travail dans le domaine donc, de la lutte contre l'épilepsie. Alors, parlons du traitement. Est-ce que le traitement a évolué avec le temps? Oui, oui. Nous avons deux types, on va dire, deux grands types de médicaments. Les médicaments qu'on appelle les médicaments de première génération, qui sont disponibles ici dans nos pays et qui ont un coût, on va dire, assez abordable. Et puis, à côté de ça, on a les médicaments qu'on appelle les médicaments de nouvelle génération, qui ne sont pas véritablement disponibles dans nos pays et qui ont un coût élevé. Mais ces deux types de médicaments sont efficaces. Mais il faut savoir que souvent, il y a des épilepsies qui ne vont pas répondre à un seul médicament et que donc, pour lesquelles il va falloir faire appel à une association. Et pour l'association, il faut privilégier l'association première génération et nouvelle génération. D'accord. Alors, c'est dans ces médicaments qu'on retrouve les médicaments anti-crise, comme on les appelle. Oui, les médicaments, aujourd'hui, on parle de médicaments anti-crise. Parce qu'on s'est rendu compte que l'épilepsie, c'est beaucoup plus que les crises d'épilepsie. En plus des crises d'épilepsie, on peut avoir d'autres symptômes, d'autres signes. Par exemple, on se rend compte qu'un enfant qui a une épilepsie, à côté de cela, va présenter des troubles d'apprentissage scolaire, va présenter des troubles du comportement. Alors donc pour la prise en charge, aujourd'hui on demande de faire une prise en charge globale. En plus des médicaments anti-crise, il faut pouvoir s'intéresser à ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire toutes les affections qui vont vouloir se développer autour de cette épilepsie. Enfin, tu vas connaître la difficulté, c'est dû à l'épilepsie, c'est ça? Alors, l'épilepsie peut entraîner des difficultés scolaires et la maladie, parce que l'épilepsie a souvent une cause. Alors donc la maladie également qui est à l'origine de l'épilepsie peut également être à l'origine des troubles cognitifs, des troubles d'apprentissage scolaire. Donc quand un enfant ou quand quelqu'un a l'épilepsie, il faut pousser les recherches pour voir s'il n'y a pas d'autres maladies sous-jacentes. Exactement, parce qu'avec les médicaments anti-crise, comme je vous ai dit, généralement dans 70% des cas, on arrive à guérir les crises. Mais il faut pouvoir assurer une prise en charge totale à ce patient, donc prendre en compte toutes ces comorbidités, toutes ces affections-là qui peuvent également avoir la même origine que l'épilepsie ou alors être des complications de l'épilepsie. Alors vous avez parlé de médicaments de nouvelle génération, de deuxième génération. De deuxième génération. Alors, lorsque vous devez faire l'association, puisqu'on n'a pas ces médicaments, comment est-ce que vous vous prenez pour que ce soit disponible pour les patients? Alors, on peut avoir certains en pharmacie dans nos pays, mais comme je vous ai dit, le coût est un peu élevé, donc il n'est pas à la portée de toutes les bourses. Ah, d'accord. Voilà. Donc, pour les patients qui peuvent payer, on y va. Pour ceux qui ne peuvent pas payer, on fait appel, par exemple, aux ONG, comme l'ONG Tous contre l'épilepsie, dans laquelle milite Mademoiselle Kouakou, qui souvent, avec leurs partenaires, arrivent à mettre à notre disposition des médicaments. Et également, nous-mêmes aussi, avec notre association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie, on aide les patients également en faisant des dons avec nos partenaires. D'accord. C'est une association qui existe maintenant depuis plus de 20 ans. Hein, l'association a été créée en 2003. D'accord. Donc ça fait 22 ans que cette association existe. Et je pense qu'on a des résultats parce que quand on compare, on a fait des enquêtes qui ont fait l'objet de travaux de thèse. Lorsqu'on compare le vécu, les perceptions de l'épilepsie dans l'entourage des personnes qui vivent avec l'épilepsie au début de notre fonctionnement
Et quand on fait l'enquête aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup gagné parce qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients du fait qu'il s'agit d'une maladie et que c'est une maladie qui n'empêche pas l'insertion socio-professionnelle ou scolaire de la personne qui vit avec l'épilepsie. Et ça, c'est au prix des sensibilisations, au prix d'activités de diagnostic des populations. Exactement. En faveur, par exemple, de la Journée internationale de lutte contre l'épilepsie que vous célébrez chaque année. Exactement. Au sein de l'Association ivoirienne de l'épilepsie, comme je vous ai dit, nous menons 3 types d'activités. Des activités de formation du personnel soignant. Donc, on va aller dans des districts sanitaires, un peu éloignés de nos zones d'exercice, pour pouvoir former nos confrères à la prise en charge de l'épilepsie. Parce que cette prise en charge ne peut pas être réservée aux seuls neurologues. Nous ne sommes pas nombreux souvent dans nos pays, alors il faut que tout le monde puisse prendre en charge l'épilepsie et réserver ainsi les cas compliqués aux neurologues. En plus des actions de formation du personnel, nous faisons des actions de sensibilisation de la population pour leur permettre de savoir ce que c'est que l'épilepsie, qu'est-ce qu'on doit faire pour aider une personne qui vit avec l'épilepsie. Et puis également des actions de dépistage qui vont nous permettre donc de voir dans cette population qui vient nous consulter quels sont ceux qui présentent effectivement une épilepsie et pouvoir donc leur proposer rapidement une prise en charge adaptée. D'accord. Alors, l'OMS dit par exemple qu'il y a près de 70% des personnes qui vivent avec l'épilepsie. On estime à au moins 50 millions dans le monde. C'est ça. Alors, l'OMS dit que ces personnes-là peuvent bien se sentir si le diagnostic est fait tôt et si le traitement est bon, comme vous venez donc de le dire. Mais est-ce que de plus en plus le diagnostic il est à portée de main sur notre pays dans nos pays africains? Alors, tout ça, c'est vraiment le combat de nos associations, notamment l'Association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie, qui a pour slogan « Sortir l'épilepsie de l'ombre ». Il faut dire que dans nos pays, l'épilepsie est victime de lourds préjugés, de discrimination, qui font que nos parents, nos patients pensent plutôt que l'épilepsie est d'ordre mystique, d'ordre diabolique. Et donc, c'est un peu difficile d'emmener les patients vers les professionnels de santé. Alors, donc, nos missions, nos actions au sein de ces associations de lutte contre l'épilepsie qui sont affiliées à la Ligue internationale contre l'épilepsie, c'est vraiment de pouvoir rapprocher les soins de la population pour que les gens viennent vers nous et pour qu'on puisse leur proposer des solutions adaptées au type d'épilepsie qu'ils présentent. Et comme je vous ai dit, depuis le début de nos actions jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, véritablement, nous avons... on a beaucoup plus de patients dans nos consultations d'épileptologie. Alors pour briser donc toutes ces croyances, pour sortir l'épilepsie de l'ombre, que faites-vous au sein donc, de votre organisation, de votre ONG, Tous contre l'épilepsie, mademoiselle Kouakou? Au sein de notre organisation, déjà, on va, comme le professeur l'a dit, dans les zones reculées pour sensibiliser la population, pour montrer que l'épilepsie est une maladie comme toute autre et qu'il ne faut pas penser qu'on ne peut pas venir vers la médecine moderne pour trouver une solution. Et sensibiliser cette population, d'envoyer leurs enfants vers les médecins. Et comme le professeur l'a dit, il y a des médicaments qui certes ne sont pas à la portée de ces parents-là. Donc, avec nos différents partenaires, on essaie d'avoir des médicaments, même des parrainages. Parce que il y a par exemple avec les demandes qu'on fait, il y a des personnes comme ça, volontaires, qui peuvent dire que bon, on a vu votre appel que vous avez lancé, nous on décide par exemple de parrainer tel nombre d'enfants ou bien une tranche d'âge, des enfants allant de tel âge à tel âge. Et très souvent, nous, pour montrer que bon, c'est ouvert et c'est honnête, on ne fait pas de sorte que ce soit entre nous et les parrains. Dès qu'un parrain veut tel enfant, nous on met le parrain en contact avec l'enfant, les parents de l'enfant, de sorte que quand l'enfant est suivi par un médecin, les ordonnances vont directement chez le parrain, même si c'est un parent venant d'un pays hors de la Côte d'Ivoire, l'ordonnance va et les médicaments viennent directement et sont remis. Donc nous, on ne reçoit pas d'argent pour dire que voilà, ainsi de suite. C'est comme ça directement. Une certaine transparence pour permettre... C'est les médicaments. Et puis bon,
c'est juste aussi la mobilisation, la sensibilisation. D'accord. Et pour montrer aussi que voilà, et il faut essayer d'insérer les personnes vivant avec l'épilepsie. D'accord. Parce que, bon, je ne sais pas si... Aujourd'hui, allez-y, oui. Aujourd'hui, vous êtes une ambassadrice, je l'ai dit en début d'émission, parce que vous êtes, je vais dire, une porte-voix, vous partez donc vers la population. Vous leur dites que moi-même, là, je suis épileptique. Voilà. Donc, voyez-moi et comprenez que on ne doit plus en avoir honte, il faut sortir l'épilepsie de l'ombre, il faut aller vers les spécialistes. Il en existe dans tous nos pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, et on prend en charge correctement. Le professeur l'a dit, on guérit même des épilepsies. C'est bel et bien ça, parce que je prends mon cas, et comme je l'ai dit, je ne suis pas née épileptique et je ne l'ai pas eu dans la petite enfance. J'étais déjà un peu grande, mais j'étais, comme je l'ai dit, en classe de première. Et en première, on n'a qu'à son actif le CEP et le BEPC. Donc c'est avec la maladie de l'épilepsie que j'ai eu un bac. Et j'ai fait mes études universitaires. Et je suis titulaire d'un master qui est l'équivalent d'un bac plus 5. Pour dire que cette maladie ne nous enlève pas notre capacité intellectuelle. Parce que si ça nous enlevait notre capacité intellectuelle, après avoir fait les premiers symptômes de cette maladie, je ne pense pas que j'aurais pu continuer mes études jusqu'à avoir un master et être major même de ma promotion dans l'école où j'ai fait le master. Et vous travaillez dans quel domaine aujourd'hui? Pas encore. Et c'est ce que notre ONG aussi lutte pour ça. Parce que chaque fois, lorsque je vais faire des demandes d'emploi, parce que, pour être honnête, parce que c'est un mal qui se manifeste aussi par des convulsions, on ne peut pas savoir quand ça vient et où ça vient, donc on ne peut pas cacher. Donc, je suis toujours honnête, mais dès que je signifie que je vis avec ce mal, je suis malade neurologique, déjà le dossier est écarté. Ce qui fait que depuis que, voilà, j'ai un bac qui date de 20 ans et un master qui date de, je vais dire, de 13 ans, mais jusque-là, pas d'emploi. Or, le professeur a dit, les médicaments ne sont pas à la portée de tous. Mais comment est-ce qu'on peut aider un malade si on ne permet pas à ce malade de travailler? Parce qu'on a besoin de faire nos analyses qui nous coûtent de l'argent. On a besoin de payer les médicaments. Si on doit toujours vivre des aides, les aides, c'est du volontariat. Celui qui t'a aidé aujourd'hui peut ne pas t'aider demain, pas parce que cette personne est méchante, mais cette personne aussi a ses charges. Mais si on nous permet de nous insérer dans la société, on nous permet de travailler, on nous aide mieux en nous donnant toujours quelque chose. Parce que le jour où on ne nous donne pas, on ne peut pas en avoir. Mais là, lorsqu'on nous donne un travail, là, on a ce qu'on a à notre portée, qui est notre salaire, et on est sûr de pouvoir payer nos médicaments, les prendre bien, et peut-être mieux guérir. C'est ça. Voilà. Bien sûr. J'espère que votre cri de cœur sera donc entendu, mademoiselle Kwaku Nathalie, et n'hésitez pas. On va donc vous accompagner dans vos actions afin de sensibiliser et les populations, mais bien sûr également les opérateurs économiques, leur faire comprendre que vous également, vous avez besoin de vous insérer dans le tissu économique. Merci. Alors, professeur, on va terminer donc avec vous. Mademoiselle Kwaku l'a dit tout à l'heure, elle s'est donné une discipline dans la prise de ces médicaments et aujourd'hui, elle fait de moins en moins de crises. Donc, pour résumer tout ce que nous avons dit, alors aujourd'hui, les médicaments de première génération, deuxième génération en association permettent donc de donner de bons résultats. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient dans la lutte contre l'épilepsie, dans la prise en charge de l'épilepsie? Oui, il faut que nos populations comprennent que l'épilepsie est effectivement une maladie qui se guérit par le traitement médical. Et donc, il faut qu'ils n'hésitent pas à venir nous rencontrer dans nos structures de santé. Également, l'épilepsie, ce n'est pas une maladie contagieuse. Nous pouvons vivre aisément, nous pouvons partager la vie, le quotidien d'une personne qui vit avec l'épilepsie. Donc nous pouvons les marier, nous pouvons faire des enfants avec des personnes qui vivent avec l'épilepsie. Quand quelqu'un fait une crise, on peut toucher la personne? On peut toucher la personne. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique, donc c'est plutôt, on parle de court-circuit. C'est un dysfonctionnement au niveau des cellules du cerveau. Alors, une décharge que j'ai au niveau du cerveau, comment je vous la transmets? Bien sûr. Voilà. Donc l'épilepsie n'est pas contagieuse. Et l'épilepsie, on a un très faible taux d'hérédité. On parle plutôt de prédisposition héréditaire. Dans 5% des cas. C'est-à-dire que si dans ma famille, il y a des personnes qui vivent avec l'épilepsie,
j'ai plus de risque de faire l'épilepsie qu'une personne qui n'en a pas dans sa famille. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des personnes qui vivent avec l'épilepsie dans nos familles. Et puis ce sont des personnes qui peuvent également bien évoluer dans le tissu professionnel. Donc vraiment dans nos associations également, nous luttons également pour l'insertion scolaire. Parce qu'il y a des enfants qui avec l'épilepsie ont des bons résultats. Donc ils peuvent être suivis dans des écoles, on va dire, classiques. Donc nous luttons pour l'insertion scolaire des patients et également pour l'insertion professionnelle et sociale des adultes. On vous tire le chapeau pour cette lutte noble-là. Et puis on retient, vous l'avez dit, bien prise en charge, donc l'épilepsie se guérit. C'est cela. D'accord. En tout cas, merci donc pour toutes ces informations. Merci à vous, mademoiselle Kwaku Nathalie. Merci d'avoir accepté donc volontiers de partager avec nous votre expérience. Je suis sûr que ça va donc amener certaines personnes à sortir de l'ombre, à se lever et à prendre la décision d'aller vers les hôpitaux et les spécialistes pour se faire prendre en charge. Comptez sur nous, Média TV, nous restons donc à votre disposition pour passer ce genre de message, pour accompagner donc vos actions. Merci pour cette opportunité. Et donc, professeur Doumbia Ouattara Mariam, je rappelle que vous êtes un professeur des universités, neuropédiatre, chef de service de neurologie du CHU de Treichville en Côte d'Ivoire et présidente de l'association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie. Et à vous, mademoiselle Kwaku Adjoa Nathalie, vous êtes, j'allais dire, malade de l'épilepsie. Aujourd'hui, vous arrivez à contrôler véritablement donc vos crises et ça c'est encouragé et vous avez accepté donc de partager avec nous votre expérience. Vous êtes membre de l'ONG Tous contre l'épilepsie. Merci en tout cas d'avoir été là, mesdames. Merci pour l'opportunité offerte. Bien sûr, et nous n'oublions donc pas de dire grand merci à madame Tiena Olive Saka, qui est la présidente fondatrice de cette ONG, Tous ensemble contre l'épilepsie. Félicitations donc pour son engagement. Vanessa Koura, Nord Dosso et Jean-Marc Gancé ont réalisé ce numéro d'Hebdo Santé. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Prenez soin de votre santé et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Bédia.